Et voilà. Donc alors, est-ce que tout le monde s'est levé une fois sa main? Comme ça, je sais que tout le monde est avec moi. Yes, 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 top. Yes, yes, yes. Donc Urbain, Avout, Sébastien, Maxime, je pense qu'ils sont dans le cockpit. J'aimerais qu'ils soient là parce que je vais commencer le cours et c'est une étape très importante dans le process logiciel et l'industrie logicielle. Euh, voilà. Hop. Yep. Voilà. Hop. OK. Donc alors ici, donc, je commence d'abord par vous expliquer. J'ai le petit qui parfois prend ma tablette et joue avec. Donc alors si vous avez des petits jeux d'enfants, bah, c'est pour le petit. Et donc alors, c'est fait. Hop. Donc alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc dans un premier temps, donc alors l'architecture logicielle sur laquelle on va travailler. Et donc alors, dans une application, donc vous avez en fait ce qu'on appelle donc une application multicouche. Donc, Dire, donc alors est-ce la que ça première chose, on pardon? est-ce que ça Oui. on voit pas ton écran si tu le Ah, partages ou pas? tu fais très bien parce que moi, désolé, j'oublie, j'ai oublié de partager mon écran. Je pensais qu'elle était déjà partagée. Merci de l'avoir signalé. Donc alors, ici, la première chose, en fait, vous avez la couche, donc alors présentation. Donc ensuite, donc alors, mais je vais partir d'un exemple en fait. Donc je vais plutôt faire comme ça. Donc vous avez développé une application qui va être consommée par un utilisateur qui va l'utiliser. Et donc alors, cet utilisateur, heureux, donc il est face à son écran. Hop, comme ça, ouais. Et donc alors, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se connecter. Donc alors, qu'est-ce qu'il va faire lui? Donc lui, il va cliquer sur le bouton. Donc alors, se connecter. Hop. Donc il va cliquer sur le bouton se connecter. Hop. Ici. Se connecter. Voilà. Une fois que lui a cliqué sur le bouton se connecter, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc alors ça c'est une action. Donc sachez qu'en fait auparavant on travaillait donc avec de la programmation procédurale et surtout on avait des applications qui s'exécutaient donc alors de haut en bas. Donc avec le temps on a développé des applications Windows. Donc c'est une programmation pilotée par les événements. Ça s'appelle de la programmation événementielle. Donc, c'est-à-dire que moi, utilisateur, je clique sur un bouton, ben, je vais exécuter une action. Donc, cette action est implémentée quelque part dans mon application. Et alors, elle va être interceptée par la couche présentation. Donc, elle va être interceptée par quoi? Par la couche présentation. Donc, alors, cette couche présentation va donc alors agir suite à ce clic. Donc, alors, moi, je clique, je m'appelle donc, Mounir. Donc, ici, j'ai mes pierres. Donc, alors, mon mot de passe, c'est 1, 2, 3. Et donc alors, c'est une action qui va être envoyée à la couche présentation. Cette couche présentation va faire appel à une méthode qui s'appelle par exemple login. Hein. Donc la méthode qui s'appelle login. Et on va passer à cette méthode donc les deux paramètres. Donc alors Pierre, 1, 2, 3.
Donc alors, le login et le mot de passe. OK? Donc alors, moi, je vais faire appel à une méthode et cette méthode fera partie d'un objet, par exemple, user service. Donc à partir de la couche présentation, je vais faire appel à une méthode se trouvant dans la couche service. Donc je vais créer la couche service. Et alors, ici, j'appelle la méthode. Donc je vais déclarer un objet de type service dans cette couche présentation. Un objet que j'appellerai user service. User, donc service.login. Bien, je vais donc user service.login. OK. Donc alors cette méthode, je vais l'appeler à partir d'ici. Et cet appel, je ne dis pas la méthode, mais l'appel de la méthode fait partie. Donc alors l'appel se fait au niveau de la couche présentation, mais la méthode est déclarée dans la couche service. Ah Maxime, tu te souviens, tu m'avais posé beaucoup de questions. Ouais. Donc là, c'est une méthode. Donc alors la méthode login que vous voyez là, Ouais. c'est une méthode qu'on appelle à partir de la couche service. Donc je vais juste hop, mettre en silencieux mon téléphone parce que hop, allez, hop. Voilà. Donc alors, ici, c'est très important de comprendre cela. En fait, vous avez une méthode, donc login, qui est appelée à partir de la couche présentation, mais qui fait partie de l'objet ou bien du service. C'est pour ça qu'on déclare un objet user service.login. Donc alors, les paramètres introduits ici, ils vont être transmis à la couche présentation. Au niveau de la couche présentation, on va faire appel à la méthode login qui appartient à la couche service, ici. Et donc alors, ensuite, cette méthode, donc alors login, qui était définie au niveau de la couche service, va faire appel à l'intérieur de la définition de cette méthode. On va appeler la méthode login, mais de la couche repository. Pourquoi? Parce que vous avez en fait ici la couche présentation, la couche service et ensuite donc la couche repository. Yep, repository. Voilà. Donc alors ici, donc la couche user service, ça c'est son appel et sa définition sera ici. Donc alors dans cette méthode, donc login de la couche service, donc login de la couche service. Donc ici, on va passer quoi? Donc le nom d'utilisateur, c'est-à-dire le PIN et le mot de passe. Et dans la définition de cette méthode, on va appeler quoi? La couche repository. Donc alors, du coup, on va mettre quoi? User service, donc user repo, par exemple. Donc user repo.login. Et on va passer nos informations de connexion, c'est-à-dire Pierre, virgule 1, 2, 3. Je ferme donc la définition de la méthode. Ça, encore une fois, c'est l'appel, mais la définition va se faire ici, hein, au niveau de la couche repository. Mais qu'est-ce qu'il va faire la couche repository? C'est-à-dire cette méthode-là, ici, login, je vais la mettre peut-être dans une autre couleur, comme ça vous voyez un peu la différence. Donc ici, je vais changer la couleur de cette méthode.
Donc ça, c'est la déclaration, l'utilisation, et la déclaration va se faire ici. Donc alors, pour définir donc, cette méthode, je vais faire un truc comme celui-là, donc login. Donc ici, je passe mon login et puis mon mot de passe. Et dans la définition de cette méthode, je vais faire quoi? Je vais faire appel à la base de données. DB, donc base de données. Hop, je ferme la parenthèse. Et alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors interagir avec ma base de données. Hop. Ça, c'est ma base de données. Et hop. Donc, c'est ici que je vais remonter. Donc, alors, cet appel. Hop. Et là, je vais dans ma base de données et je vais vérifier si l'utilisateur a accès. Ensuite, si il est autorisé. Quelqu'un pourrait répondre à la question suivante. Entretien d'embauche. C'est quoi la différence entre une autorisation et l'autorisation et l'authentification? Sébastien Aboutin. Mais Sébastien, non, excusez-moi, c'est pas pour. J'avais levé la main depuis tout à l'heure, j'avais laissé. pas de souci. Que... Oui, Sébastien. Donc, tu sais, as une idée sur ce que c'est la différence entre une autorisation et une authentification? Sinon, Amir, sinon, Maxime. Autorisation, c'est bon, la session est autorisée. Et l'authentification avant l'autorisation, peut-être. Voir est-ce que les mots de passe et les users, c'est les mêmes. C'est ça, oui. L'autorisation se fait chaque fois, donc avant l'authentification, pardon, non. Donc, l'authentification se fait avant l'autorisation. Morgane, tu peux le rappeler sur la différence C'est entre pas les deux? l'histoire du cookies, Mounir? Avec l'authentification, on a un cookies. Oui, donc Ben, le cookie, c'est un peu le mécanisme en fait qui va nous permettre de sauvegarder une session, même quand on quitte le navigateur, on stocke un Et, fichier sur la machine cliente. et il t'authentifie par le cookies. Il sait que. C'est ça. Ben, on stocke en fait les informations de connexion via un cookie si on veut épargner l'utilisateur donc à se reconnecter chaque fois en tapant son login et son mot de passe. Hein, c'est un peu comme on fait sur Google, là, par exemple, on est authentifié. Une fois Ouais, qu'on- c'est ça. Mais maintenant, ma question est plutôt au niveau donc alors épistémologique en fait, c'est au niveau de la définition. Donc, qu'est-ce Ouais. que c'est l'authentification et l'autorisation? Autorisé, il a des accès à à certaines données dans la base de données, mais C'est pas ça, forcément toutes les données. c'est ça. Mais euh, avant de l'autoriser, qu'est-ce qu'on doit faire? ben, l'authentification, c'est C'est avant. définir qui est la personne qui se connecte, si on la Oui, reconnaît ou pas. Et oui, ensuite, l'autorisation, on définit par rapport à son identité si elle a le droit ou non d'accéder aux informations qu'elle demande. On vérifie ses droits ensuite. donc ça c'est l'autorisation. Et l'authentification, c'est savoir à qui on a affaire. Voilà. C'est ça. Donc d'abord, on doit identifier la personne, c'est l'authentification. Ensuite, une fois qu'on a identifié la personne, est-ce que cette personne a le droit d'accéder, par exemple, à l'espace d'administration? Vous voyez? Donc c'est quelque chose d'important, hein, donc de comprendre la différence entre les deux. Ok, et donc alors, Et à part un user classique et un administrateur, on peut faire des degrés bien sûr, d'autorisation. effectivement, ouais. Mais je pourrais vous montrer un exemple concret en fait, donc sur comment on peut gérer ça. Donc parce que voilà, nous dans nos applications, on a ramené ça au niveau applicatif, c'est-à-dire, on ne chipote pas avec la base de données, mais on a une interface en fait dans notre framework qui permet de cocher et décocher, et donc alors les différents droits. Et on peut contrôler ça à un niveau de granularité plus bas, c'est-à-dire que je peux donner l'accès à la lecture à Maxime, par contre à Théo, donc lui il peut modifier mais pas supprimer. Donc il peut consulter mais pas. Vous voyez, on peut vraiment contrôler tout Un peu ça. comme dans les systèmes bancaires, quoi. Ça, ouais. Un responsable d'agence, un directeur ou. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, et Mounir, donc j'ai une alors, question par rapport à oui, ton schéma. oui. L'autre jour, tu avais dit que la couche domaine, c'était la couche la plus basse, mais elle apparaît pas en fait.
Je n'ai pas encore fini, mon cher. Ah, d'accord. Et juste une autre question, du coup. Tu as dit que la méthode logging, elle était dans la couche service et elle était sollicitée dans la couche présentation, mais pourquoi on a user repo.login? Tu sais, la moitié vert, la moitié rose. C'est ça, ouais. OK, donc ici, pourquoi on a userRepo.login? Parce qu'en fait, ici, la méthode en rose, vous voyez là, je vais le mettre en rouge, un petit truc ici. Donc, ce que vous voyez là, ça, c'est l'appel. Donc, appel de quoi? De la méthode qui a été définie dans la classe user repository ici. Ça, c'est la définition. Ça, c'est l'appel. Et ça, c'est la définition. Définition. Donc, c'est-à-dire la déclaration, le code, le codage. Vous voyez, le code. Ça. Et ça, c'est l'appel de cette méthode. Vous voyez la flèche vers le bas, là, ici. Hmm. Et pourquoi on arrive à l'appeler à partir de là? Parce qu'en fait, on l'a appelé sur un objet, comme vous l'avez fait avec BMS. Hein. Userrepo.login. J'appelle la méthode que j'ai définie à ce niveau-là. C'est un système de chaînage en fait. C'est un C'est que tu es système dans de la, chaînage. t'es la couche service et t'appelles pour aller à la couche repository grâce à C'est user l'appel. repo logging. C'est ça, ouais. Et donc ici, c'est pareil. Ça, c'est quoi? C'est l'appel. Mais cette fois-ci, on appelle quelle méthode? On appelle celle-là. Ça, c'est la définition. Vous voyez? Ça, c'est la définition. On passe de couche en couche. Oui, Hein. le codage de login, c'est toujours le même, que ce soit en service ou en repository. Non, pourquoi? Il n'est pas le même. Et là, j'inviterai Théo. Théo, tu es là? Oui. Ah oui, tu es là. Mais donc, est-ce que tu peux répondre peut-être à la question de Maxime? Est-ce que tu peux répéter la question, Maxime, s'il te plaît? J'ai pas bien entendu. Mhm. Ouais, on fait intervenir la méthode login dans la couche service et dans la couche repository. Et je disais, est-ce que le codage est le même? Mounir me dit que non. Et on te demande de répondre à la question. Bah, je comprends pas ta question. Tu Le... vois, dans le schéma, Je Ouais. vais on fait intervenir la méthode login au niveau de la couche service ainsi qu'au niveau de la couche repository. Et d'ailleurs, même au niveau présentation aussi. Et je disais, la méthode, quand on l'écrit en code, on va écrire la même chose ou pas. Mounir me répond que non. Et on te demande de dire pourquoi, est-ce que tu sais ou pas. Donc l'idée en fait ici effectivement c'est essayer de comprendre cette architecture en couches. Et là par exemple vous avez trois couches, donc présentation, service, repository. Sébastien tout à l'heure disait que c'est un appel en chaînage. Et là on le voit très bien, c'est une chaîne en fait, vous voyez. Donc le premier maillon, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. L'objectif c'est à partir d'un terminal client, on va introduire ses accès, donc son nom d'utilisateur et son mot de passe. Il faut remonter, escalader ces informations jusqu'à la base de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, enfin, ces informations sont stockées dans une table dans notre base de données. Et alors, Théo, ici, ces informations, on va les passer à partir d'une interface web, une page web, hein, quand vous allez sur Facebook. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en dessous du capot quand vous introduisez votre login, votre mot de passe? Ces informations sont transmises à la couche présentation. Et la couche présentation, c'est l'intermédiaire entre la page web et entre la couche service. Vous allez me dire, mais à quoi sert une couche service? Je pense que vous l'avez vu, hein, donc avec Sam, au niveau de Spring Services, c'est une couche qui va nous permettre de traiter les règles métiers. Hein, les règles métiers. Est-ce que Pierre, tu pourrais nous donner un exemple d'une règle métier, par exemple, dans une application web? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans une règle métier, dans un type d'application qui est orienté gestion? Gérer un stock, par exemple. Gérer un service RH. Calculer une moyenne de notes, par exemple. Calculer la moyenne de notes, par exemple. Voilà, ça c'est une couche métier. Ouais. Pierre, En fait, c'est le traitement de la donnée, c'est tout l'aspect calcul. c'est tout ce qui traite les règles métiers. Bah, par Voilà, exemple, dans le cas, c'est si on ça. fait des collections, si on fait des try-catch, ou voilà, ça se passe là-dedans. C'est ça, par exemple. Et dans le cadre d'un site e-commerce, Pierre, tu es là? Oui, oui. Ouais. Dans le cadre d'un site e-commerce, qu'est-ce qu'on pourrait y avoir comme règle métier? Pierre et Sylvain.
euh, les codes, des calculs au niveau des promotions, par exemple. Bah, par exemple, ouais. Par exemple. Un filtrage par article, par prix, je sais pas. Donc le filtrage, oui. Donc le filtrage, en fait, donc c'est ça pourrait se faire au niveau de la couche présentation et au niveau de la base de données. Euh, mais moi, je parle sur des règles métiers. Bah, par exemple, je ne sais pas moi, dans une banque, on ne peut pas avoir sa carte bancaire si on a moins que 16 ans, par exemple. Ah, par exemple, hein. Dans un site e-commerce, hein. Bah, Très bien. si. Donc alors, pour augmenter le taux de conversion concernant les paniers, donc alors pour chaque commande dépassant 500 euros, eh bien automatiquement, donc le client va Oui. avoir un message d'affiché en fait qu'il aurait droit à une réduction de 15%, par exemple. Mhm. C'est calculé automatiquement, vous voyez. On ajoute des articles. Une fois que le montant est supérieur à 500 euros, automatiquement, il y a une petite notification pour pousser le prospect de passer à l'action et acheter. Ça, c'est une règle métier. Hein, Eric, une autre règle métier. Sébastien, Livraison gratuite à partir de 25 euros. par exemple, par exemple. Bah, dernièrement, on a implémenté une règle métier pour un site e-commerce. Donc la semaine passée, mon collaborateur a travaillé sur un site e-commerce. Moi, j'ai eu le client final en ligne. Il m'avait demandé, hein, j'ai la requête sur Asana, il m'avait demandé d'empêcher la livraison quand alors l'utilisateur est au-delà de 150 km du magasin. Et donc alors, on a testé cette fonctionnalité fin de cette semaine. Et donc alors, avec la géolocalisation, je détecte si l'utilisateur est au-delà de 150 km. Si au-delà de 150 km, on cache le bouton donc livraison gratuite en fait. Et on affiche un petit message à la place, livraison à domicile, venez chercher sur place ou livraison payée. Ça, c'est une règle de métier qui est devenue après l'établissement du devis final du client. Vous voyez? Il faut très important de rester à l'écoute du client et donc alors de être sauveur, de ne pas être réfugié ce qu'il a demandé au départ. Voilà, ça c'est un autre exemple d'une règle métier. Je reviens et je continue sur l'exemple. Donc alors, est-ce que c'est bon pour vous, donc cet appel enchaînage? Oui, Amir, c'est ça bon. va? Tu vois cet appel enchaînage? Amir, Au Pierre, niveau du Maxime. Oui. code, je vois pas trop. De quoi? C'est Au niveau du code, je vois pas. Oui, mais Euh, on ira sur le code. Mais maintenant, c'est très oui. important de Non, mais comprendre le schéma mental. Ce schéma, en fait, il doit parce que être clair dans vos têtes. Parce que quand on va dans le code, ça va beaucoup vous aider à avancer et avancer plus vite. Parce que vous avez un ouais, schéma mental. Munir, Très mais important. Mais du coup, la méthode login, tu l'écris dans quelle classe? Donc, alors, dans la méthode service. login, il y a plusieurs versions de la même méthode qui portent le même nom, mais qui n'a pas la même implémentation. Cet appel logging, elle fait partie de la classe user service. On va avoir une classe user service ici, facture service, dépense service, taxe service. Vous voyez, moi j'ai pris un exemple en me basant sur le user, donc Ouais. l'utilisateur. Donc alors je déclare ma méthode logging ici, hein. Je l'utilise, je l'appelle ici, mais je la déclare ici. Et je vais lui passer le login et le mot de passe. Et cette méthode dans son implémentation va me permettre d'appeler, c'est un appel en chaînage, comme disait Sébastien tout à l'heure, elle va me permettre d'appeler quoi? La méthode login appartenant à la classe user repository, quelque part ici. Mais cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transmettre les arguments Pierre 1, 2, 3, ici. Le fait de les transmettre à ce niveau-là, elle à son tour, là, vous voyez, via ces deux paramètres, elle va les transmettre à la méthode logging, Pierre 1, 2, 3, qui est appelée ici, mais qui est déclarée ici, à ce niveau-là. Et donc ici, je vais recevoir Pierre 1, 2, 3, et je vais effectuer ma requête SQL pour aller voir si elle n'existe pas. Si oui, est-ce qu'elle est authentifiée ou pas? Sinon, est-ce qu'elle est autorisée? Mais ton repository, c'est une interface, on est d'accord? Ouais, c'est ça là qu'il allait dire. Oui, mais une interface implémentée via une classe, pour vous, ça ne change rien.
Ouais, mais dans ton repository, du coup, enfin dans ton interface repository, tu déclares tes méthodes, mais tu les remplis pas. Parce que le remplissage de ces, plutôt disons l'implémentation plutôt de ces déclarations vont se faire dans une classe en fait. Parce que chaque classe va avoir son interface et on va implémenter ces interfaces, on va le faire ensemble. Ouais. Donc ici on fait appel à l'implémentation. Ici on fait Parce que pour appel moi, à l'interface, vous voyez? dans ma tête, le repository, en fait, il étend je sais plus quelle classe et c'est un petit peu Spring qui fait sa popote tout seul au final. Ouais, je Il y a pense que deux ça façons dépend de du faire. Il y a GPR soit alors, repository. pardon? Je Je vous sais écoute. pas si il implémente GPR repository, quelque chose comme ça. La C'est ça. push- Donc c'est pour ça qu'en fait, donc Spring ici, il nous simplifie la tâche, hein. Il ne faut pas compter sur Spring tout le temps, c'est juste un bout de code qui ne fait pas tout. Et quand on arrivera là, je vous expliquerai qu'effectivement Spring, en fait, va implémenter pour vous donc alors les CRUD de base. Mais nous, on ne va pas faire que ça, parce qu'à un moment donné, on va voir que Spring va être limité. Vous allez devoir faire vos propres implémentations. Et c'est pour ça que j'ai fait avec vous une révision SQL, car je vais vous montrer que Spring a des limitations, que nous, on va devoir bypasser, parce qu'on n'est pas des amateurs tout simplement. On ne va pas sauter. Et à un moment donné, voilà, vous allez voir que Spring est limité. D'accord? Mais il nous simplifie beaucoup la tâche. C'est bon pour toi? Qui a parlé dernièrement, là? En plus de Maxime, il y avait qui? Il y avait Denis. Denis. Donc alors, tu verrais que effectivement, Spring va avoir ses propres limitations et nous, on va devoir bypasser ça. D'accord? Donc alors, je continue. Donc une fois qu'on a fait ça, donc alors là, on va remonter, on va aller dans le sens inverse. Yep. Et alors, aller dans le sens inverse. Yep. Donc on va regarder dans la base de données où on a trouvé l'information. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter. Donc ici, moi j'ai trouvé le login. Donc plus le mot de passe. Passe. Oui. Donc ces informations, je vais les remonter. Donc pour, alors à la limite, afficher en haut à droite, bienvenue Pierre. Vous voyez? Donc j'ai quand même besoin de ces informations. Oui, il peut les récupérer à partir de là, mais nous, on va les récupérer à partir de la base de données. Comme ça, si son login est mal encodé, en fait, la version display, description, display, s'il est mal encodé, il va pouvoir la corriger. Donc alors, à la place de remonter le login d'une manière séparée, et puis le mot de passe, et puis je ne sais pas quoi, sa date de naissance, son adresse, son email, bah, ça va être le bordel de faire comme ça. Donc pourquoi ne pas créer un objet user DTO, donc data object transfer, data transfer objects, et stocker toutes ces informations, donc alors login, password, adresse mail, machin et tout ça, dans un objet. Et alors remonter simplement l'objet, ne pas remonter tout ça. Vous voyez, l'objet va traverser les différentes couches, il va être envoyé à l'utilisateur. Donc en fait, au départ, tu es sur une méthode get et tu retournes une méthode post, c'est ça? Un formulaire, Get, quelque chose? oui, le get et le post, en fait, ils font la même chose, sauf que un passe par une URL et l'autre caché. Mais je ne vais pas évoquer ça maintenant, on y reviendra, ça va. Donc, Hmm. pour que je ne perturbe pas votre schéma mental, on y reviendra, Maxime, tu as raison, mais Ouais. un peu plus loin. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait ici? On va remonter un objet, mais d'accord. Donc alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va devoir créer un objet qu'on va appeler UserDTO. Et dans cet objet, en fait, on va avoir des attributs, login, mot de passe, tout ce qui concerne l'utilisateur et tout ce que nous, on a besoin. Et on va, donc alors l'instancier, l'alimenter à partir de la base de données et le remonter. Donc si c'est OK pour tout le monde, je continue. Ça va? Donc alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais remonter un objet, yep, de type UserDTO. DTO. Donc ensuite, j'alimente mon objet. Je vais le remonter à la couche repository. Et comment je vais le remonter à la couche repository? Donc ici, j'appelle la base de données, étape 1. Donc step 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alimenter cet objet user. Comment je vais le faire? Donc fill. Donc alimenter l'objet user repository. Donc user DTO.
filtre et remplir, hein. J'ai tendance à utiliser un petit peu l'onglet pour vous pousser ça va, à réfléchir à ce point-là. Pour ceux qui ont des lacunes dans l'onglet technique, en fait, il faut s'y mettre et les temps. Donc alors, user repository. Et donc alors, je vais le récupérer au niveau de cette couche. Et alors, à partir de la couche repository, je vais le remonter au niveau de la couche service. Grâce à quoi? Grâce au type de retour de l'appel de la méthode login. Et donc alors, vous voyez le type de retour, on le fait juste avant le nom de la méthode. Donc ici, ce sera user DTO. Donc le user DTO, DTO pourquoi? C'est pour l'acronyme Data Transfer Object. Ça veut dire que cet objet, il ne sert qu'à transférer les données d'une couche à l'autre. Donc alors je remonte, donc alors mon objet à ce niveau-là. Ensuite, je vais le remonter de là, je change peut-être de couleur. Ensuite, je vais le remonter de là à là. Grâce à quoi? Grâce au type de retour de la méthode login que j'ai ici. Donc alors, je vais mettre ici user DTO. User DTO. Donc je vais le remonter au niveau de la couche présentation. Et voilà, ensuite, je vais simplement le retourner au niveau de l'interface. Ce qui va me permettre d'afficher ici, bah, par exemple, bienvenue, je ne sais pas, à Pierre. Welcome Pierre. Et cette information est récupérée de la base de données. Et ça, du coup, tu peux le stocker dans la session de ton utilisateur, c'est ça? Exactement, ouais. Je peux la stocker par après dans la section de l'utilisateur. Ouais. Okay. Et petite question, Mounir, c'est quoi la différence entre Data Transfer Object et Data Access Object? Oui. Donc alors, Data Transfer Object et Data Access Object, donc ce sont deux types d'objets. Le premier sert à transférer les données et le deuxième sert à récupérer les données à partir de la base de données. Hein. Et pourquoi alors avoir deux types d'objets? Parce que parfois, on a besoin de deux types de classes différentes concernant la même entité métier. Je m'explique. Je récupère de la base de données la date de naissance de la personne. Hein. Donc, je vais avoir date de naissance dans Data Access Objects. Mais ce que j'affiche sur l'écran, c'est l'âge de la personne. Et au niveau de la couche service, je vais calculer l'âge à partir de la date de naissance. Donc, alors, dans Data Transfer Object, je vais avoir un attribut donc, de type Data Access Objects. Et donc, alors, au niveau du DTO, donc Data Transfer Object, je vais avoir un attribut du type âge. Elles traitent le même aspect, mais ils sont nommés différemment. Parce qu'il y en a un qui est orienté affichage et l'autre orienté accès à la base de données. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Ouais, mais ça veut dire que du coup, on n'est pas forcément obligé d'utiliser les deux. Parce que moi, en fait, on m'a toujours parlé de DAO, c'est la première fois que j'entends parler de DTO. Oui, si on va utiliser les deux et on va le faire. Ok, d'accord. Donc, comme ça, ce sera dans un exemple concret. Donc alors, DTO, donc Data Transfer Objects. Ça, je partagerai ça avec vous dans le support. Donc les autres, on verra, parce qu'on va automatiser certaines tâches en fait. On va utiliser ce qu'on appelle les automappeurs. Et vous allez voir que ça aide beaucoup. Maintenant, je reviens à la question de Morgan tout à l'heure, donc concernant le domaine. Donc alors, le domaine, en fait, donc c'est quoi? Eh bien, justement, c'est ce fameux DTO. Donc, et c'est une couche transversale, pourquoi? Parce qu'on va la retrouver dans les différentes couches. Donc, domaine. Donc, c'est le fameux user DTO. On est bien d'accord, c'est user DTO, c'est dépense DTO, facture DTO. Hein, donc là, j'ai pris user comme exemple. Donc alors, vous avez ces couches, mais vous aurez une couche supplémentaire, domaine, qui va contenir donc toutes ces entités. Hein. Ensuite, vous aurez donc alors une autre couche, config. Donc, il va contenir tous les paramètres, donc la configuration de notre application, donc config. Voilà. OK, voilà. Et donc alors, ici,
Donc, au niveau de la couche, en fait, donc repository ici. Et donc, alors, cette méthode login, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va simplement effectuer une requête du style là, du style donc select. Donc, étoile, donc from, oui, donc la table, par exemple, users, where, donc login est égal à login, and, ouais, and, donc passe, je simplifie, hein, peut-être les champs, les noms des champs ne sont pas les mêmes. Donc ici, Pierre, et là c'est 1, 2, 3. Voilà, c'est comme ça qu'on attaque la base de données. Ça va? Donc alors, tac, tac, tac. Donc alors ici, donc pour donc alors lier ce que je viens de vous expliquer maintenant par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ce que vous avez fait donc jusqu'à maintenant, c'est que vous avez implémenté les entités. Oui. Et donc alors les entités, c'est ce qui va transiter entre la couche, entre la base de données, hein, et donc alors entre la base de données et la couche service en fait, repository service. Donc ce que je vais faire ici, donc ici ce n'est pas le user DTO, ici c'est ce que vous avez fait là. Yep. Domaine, oui, domaine ici, c'est les entités. Donc ce sont, bah, ils portent les noms des classes en fait ici. Donc adresse, donc consultation, d'état de consultation, ainsi de suite. Et alors les entités que vous avez créées donc vendredi passé ici, hein, vous avez tous participé à ça, c'est les objets. Donc ce sont les classes qui vont, donc ce sont les objets, ce sont les types des objets qui vont transiter entre la base de données et la couche service. C'est ici. Yep. Donc alors, c'est ici. Yep. Entities. Voilà. Et les DTO. Donc alors, ce sera entre la couche service et là. Et c'est au niveau de la couche service qu'on va faire une sorte de mapping entre les deux, allez, les deux classes. Ça va? Ok. Donc alors, moi je vais... Ah. J'avais pas mon whiteboard en fait d'afficher. Donc alors, je vous dis que les entités vont transiter entre la base de données et la couche service. Et les DTO entre la couche service et quoi? Et donc la couche présentation.